Notre projet consiste à utiliser le réseau des autoroutes pour faire un deuxième grand réseau de transport collectif en Île-de-France qui complète le réseau ferroviaire existant. Quand on regarde la carte, on s'aperçoit que les routes, en particulier les autoroutes, desservent des territoires situés entre les voies ferrées et donc sont très complémentaires du réseau ferré existant. La proposition concrètement consiste à installer sur toutes les autoroutes une voie réservée aux bus, aux voitures partagées et dans l'avenir aux véhicules autonomes, soit collectifs, soit individuels, c'est l'avenir qui le dira. Ce qui signifie que notre projet n'est pas de réduire l'usage des autoroutes, mais de réduire le nombre de véhicules utilisés de façon autosoliste, c'est-à-dire avec une seule personne, au profit des transports collectifs, mais globalement d'augmenter évidemment l'accessibilité pour l'ensemble de l'Île-de-France. Dans les agglomérations denses, le schisme historique entre réseau de transport en commun et réseau autoroutier a vécu. Nous portons la conviction que le réseau autoroutier constituera à court terme un complément essentiel et connecté au réseau de transport en commun qui a atteint quasiment son potentiel d'optimisation maximale, alors que dans le même temps, la demande en mobilité ne cesse de croître. Donc le parti pris, il est double. D'abord, considérer l'autoroute différemment. Généralement, quand on intervient sur l'autoroute, c'est un objet d'aménagement du territoire un peu fixe et statique et lourd, c'est une infrastructure, donc on a souvent tendance à proposer des interventions physiques. Alors que l'enjeu, nous, c'est de s'intéresser aux usages et aux usagers. C'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir des interventions moins lourdes, mais peut-être plus nombreuses, qui touchent plus le service, un niveau de service sur ces infrastructures pour permettre des usages différents, multiples, complexes et donc multimodaux. Donc, premier enjeu, s'intéresser d'abord à l'autoroute comme un support de service. Deuxième parti pris, c'est celui de dire qu'il faut profiter de ce maillage nouveau pour améliorer l'accessibilité territoriale de la région Île-de-France en l'occurrence. Pour ce faire, il faut qu'il soit fiable. C'est-à-dire que dans l'absolu, le francilien devrait pouvoir avoir confiance dans la fiabilité de ce système de mobilité de la même manière qu'un Parisien qui habite au centre de Paris a confiance dans le métro parce qu'il y a une fréquence très forte et qu'il y en a à peu près toute la journée de la même manière tout le temps. Donc en fait, il faut maximiser, améliorer, augmenter le service. Mais ça coûte très cher si on veut faire ça à l'échelle de l'Île-de-France. Donc la deuxième partie pris de notre projet, c'est certes, à certains moments, sur certaines destinations et certaines origines, il faut offrir des offres de transport collectif classiques, portées par des navettes, autonomes ou pas peut-être à terme, mais aussi dans les creux, dans les vides. Il faut profiter de tous ces nouveaux opérateurs de mobilité pour qu'ils puissent emprunter ces mêmes voies et donc maximiser et fiabiliser le niveau de service. Mais c'est vrai que toute cette voirie-là, aujourd'hui, elle n'est pas utilisée pour faire du transport collectif ou alors de façon quasi anecdotique. Il y a quelques bus qui empruntent. Mais il ne se passe rien pendant tout le tronçon. On pourrait très bien dire, si, il y a des stations sur l'autoroute. Le parti pris principal, c'est donc la multimodalité et l'intermodalité. Donc la multimodalité, donc d'accueillir d'autres modes que la voiture, et en particulier des bus sur des voies réservées, ou du covoiturage, avec évidemment la nécessité d'avoir des stations d'échange. Donc c'est l'intermodalité. Intermodalité, ça veut dire utiliser au cours d'un même déplacement successivement plusieurs modes. Premier point quand même à savoir, c'est que les changements de mode sont toujours les moments considérés par les usagers comme les plus pénibles. Et donc il faut travailler pour que ces changements soient aussi peu pénibles que possible. Et pour rendre ce maillage attractif, on a souhaité le compléter par un réseau de pôles de services qui soient différenciés par type d'interconnexion. Alors pour moi, c'est une question de service. C'est pas une question d'objet, c'est une question de service. L'effort, c'est effectivement de trouver un panel de services qui, en gros, répondent à des conditions très très simples, qui facilitent la vie, qui rassurent
et qui donne un peu de convivialité, d'amusement, etc. Il y a, à mon sens, tout le panel des services qu'on peut offrir et qui font que le lieu de rupture de charge va devenir un lieu d'offre de services qui peut être un lieu régulateur de la vie quotidienne, à la limite. Au lieu d'être un lieu d'aléas et de difficultés, il peut devenir, en tout cas c'est l'idée, essayer de le transformer en un lieu régulateur qui stabilise la vie quotidienne. Multimodalité, c'est le fait de ne pas être prisonnier de sa voiture tout le temps, c'est l'idée que on utilise alternativement la voiture et les transports publics. Multimodalité, c'est une situation très typique en banlieue proche. Sur certains cas, vous avez d'excellents transports publics et vous les utilisez. Dans d'autres, en particulier quand vous faites du banlieue-banlieue, c'est pas toujours terrible. Et donc vous utilisez la voiture. Cet équilibre-là, on peut le déplacer un peu avec des couloirs réservés, des choses comme ça. La multimodalité, c'est développer des usages qui ne sont pas forcément tous les jours, parce que la voiture a plein de qualités de liberté d'usage, de pouvoir combiner son déplacement avec pas mal d'autres choses. Et c'est ce qu'on voit dans l'analyse des boucles de déplacement, où on voit que les automobilistes font beaucoup d'autres choses. Mais par contre, on pourrait s'astreindre à un jour par semaine, prendre d'autres modes de transport. Et rien que ça, si chacun prenait un autre mode de transport une fois par semaine, ça permettrait d'abaisser de 20% les nuisances liées à la voiture. Et cet usage-là n'est pas très favorisé aujourd'hui. Et il y a un enjeu à inciter à cet usage partiel, de temps en temps, des transports collectifs ou du covoiturage ou de toutes les nouvelles offres qui vont pouvoir se mettre en place. Comment en faire le support de la multimodalité? Ça veut dire, il y a 3 voies dédiées aux voitures aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? On peut sans doute dire à terme, il n'y aura plus que 2 voies et peut-être même en 2050 une seule voie pour l'autosolisme. Et ce qui reste, ce sera pour les transports collectifs, ce sera pour le covoiturage, peut-être pour les navettes autonomes, même peut-être pour le vélo. On pourrait imaginer un réseau vélo structurant qui s'adosserait en parallèle, par exemple, des voies structurantes. Pour nous, une collectivité, elle dispose de 4 types d'outils principaux pour encourager les usagers à changer leur pratique de mobilité. Le premier outil, bien sûr, c'est l'offre pour qu'un usager puisse changer ses pratiques de mobilité, arrêter d'utiliser sa voiture, par exemple. Il faut qu'il soit en situation de choix, qu'il ait la possibilité d'utiliser d'autres modes. Donc, en développant l'offre, on met davantage de franciliens en situation de choisir. Le Grand Paris Express contribuera à cet objectif, mais pour nous, il est très important de réfléchir à un réseau universel qui pourrait desservir tous les territoires d'Île-de-France. Un deuxième outil, c'est celui de la contrainte, bien sûr. Pour que le changement de pratique soit effectif, il faut que ça devienne moins intéressant d'utiliser le mode qui était utilisé initialement. Mais cette contrainte, elle ne peut s'appliquer que toujours si on est dans une situation de choix. Sinon, en termes d'acceptabilité, c'est bien sûr pas quelque chose de désirable. Pour ne pas fonctionner que par la contrainte, il est important de penser aussi à l'incitation. Comment est-ce qu'on rend ce comportement visé attractif? Comment est-ce qu'on rend la vie des usagers plus facile? Donc pour ça, la collectivité peut réfléchir à des incitations en termes de gain de temps, à des subventions au changement de mode, ce type d'intervention. Ce qui amène au dernier levier, celui de l'information bien sûr, puisque l'usager doit savoir les offres qu'il peut utiliser, savoir les appuis qu'il peut recevoir, et il a peu de temps pour s'en informer. L'information doit venir à lui rapidement et facilement. Alors je pense qu'il y a un peu 3 manières de faire, et peut-être que les 3 sont utiles. Il peut y avoir le côté grand projet, qui est le plus facile d'une certaine manière, même si c'est peut-être le plus cher et le moins intéressant. On prend un demi-périphérique, on prend un bout d'autoroute et on le transforme. Comme on transforme des quais ou comme on transforme en Corée du Sud une autoroute ou quand on reprend une rivière, etc. Le défaut de cette manière de travailler, c'est qu'on a un tronçon et puis le reste continue avec sa vie autrement. Donc on met très très longtemps pour changer le modèle de mobilité. Une autre façon de faire, on pourrait dire que c'est l'acupuncture, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs petits projets. Et on va commencer à donner à voir et à expérimenter, ça peut être important aussi, cette
cette articulation infrastructure, service, en liaison avec le type d'usage de la voirie, en liaison avec les projets de territoire traversés par cette voirie. Et puis, il y a une troisième manière de fabriquer cet ancrage du nouveau modèle de mobilité dans la voirie, c'est d'insister beaucoup sur les modalités d'exploitation de la voirie. Je pense qu'on n'est pas obligé de mettre en dur un couloir de bus, qu'on n'est pas obligé d'inventer des choses très compliquées pour faire de la régulation dynamique de la vitesse, pour qu'un trottoir serve un moment uniquement aux piétons, un autre moment aux livraisons. Le parti pris de notre projet, finalement, il est très simple. On propose d'imaginer un projet qui, avec des moyens limités, aurait le plus grand impact possible sur la vie de l'ensemble des habitants de la métropole. Alors, avec des moyens limités, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout à infrastructure constante, c'est-à-dire sans création de nouveaux barreaux, sauf ceux qui auraient déjà été validés sur le réseau existant. Ça veut aussi dire avec des outils simples, c'est-à-dire d'abord des outils réglementaires qu'on peut mettre en œuvre rapidement sans lancer d'énormes travaux d'infrastructure qui risqueraient de ne pas être réalisés faute de financement. Il faut se rappeler que le GPE grève effectivement les finances publiques pour de très bonnes raisons, mais quand même jusqu'à 2035 au moins.